peux y aller. Ça a commencé. Oui, bonjour. Je suis Eli Kouachi. Je vais parler un peu des systèmes de fichiers aujourd'hui dans le talk show. J'espère que tout le monde me reçoit. Oui, on te reçoit. Parfaitement. OK, d'accord. Je suis designer, web designer, graphic designer au sein de OpenSDF. Et j'avais eu déjà à constater quelques soucis dans la communauté de designers et aussi avec d'autres personnes pour qui on travaille autour des systèmes de fichiers, autour des formats de fichiers et autres. Donc, ça posait un problème. À un moment, j'avais préparé un module de formation SDF Class à ce propos qui ne concernait pas juste les systèmes de fichiers et formats pour les designers, mais de façon générale pour le monde de l'entreprise, en fait. Donc, avec les amis de ISOC, on a discuté, j'ai proposé en fait de donner un bref aperçu de la chose pour ce qui concerne juste les graphic designers. Donc, je me dis que peut-être ceux qui sont en ligne aujourd'hui sont tous des graphic designers. C'est bien ça? Ou il y a juste des curieux aussi qui sont parmi nous? Et ça vous dérange pas? Est-ce qu'on peut essayer de faire des présentations juste pour avoir idée de qui est qui, en fait, en termes de profil, quoi? Ok, je commence. Moi, c'est Madje Agbetiafa. Je suis membre d'ISOC, commissaire aux comptes dans le conseil d'administration. D'accord. Oui, Jorias. Coco, moi Ouais. c'est Assa Diafo. Je suis membre d'ISOC. Je suis aussi volontaire pour la communication et la promotion digitale. Mais moi-même, en dehors, je suis CEO de Legend Africa Corporation, une structure d'événementiel, de management artistique et de communication. D'accord. OK. Monsieur Sanvi. Monsieur Sanvi, Monsieur Agbetiafa. Est-ce que le retour sonore est OK chez tout le monde? Bonjour, moi je suis Sanvi. Je suis Bon, je me dis que c'est OK chez tout le monde en termes de retour sonore. Oui, c'est OK, on peut y aller. Je crois qu'il faut considérer qu'on a des curieux et puis des moitié-moitié, quoi. D'accord. OK. Donc, voilà. Le truc, c'est de parler des systèmes de fichiers. Des formats de fichiers pour les designers. Donc, tout d'abord, les systèmes de fichiers. Les systèmes de fichiers, d'après vous, c'est quoi? Est-ce qu'on peut le faire pour que ce ne soit pas juste une conférence en sens unique, mais un vrai talk show, s'il vous plaît? Les systèmes de fichiers, d'après vous, vous avez quoi quand on parle de système de fichiers? Qu'est-ce qui vous vient en tête, s'il vous plaît?
Alors, c'est Jonas. Oui. On veut parler de système de fichiers. Par exemple, je peux donner des exemples comme les PDF, les JPEG. Bon, voilà. Pour les fichiers images, par exemple, on a les JPEG, les PNG. Voilà, maintenant, pour les documents, on a PDF, .doc, .ppti et autres. Voilà. D'accord. Merci, Jorias. Jonas. Oui, Jonas, désolé. OK, quelqu'un d'autre a une autre proposition, s'il vous plaît? Moi, je dirais que c'est une manière d'organiser les données, hein, ce qui fait qu'en fonction des données que tu veux organiser, tu as une extension qui va avec et, et aussi des logiciels qui peuvent lire en fonction du format ou bien de l'organisation que tu as adoptée. D'accord. OK. Bon, les systèmes de fichiers, c'est assez large. Lorsqu'on parle de système de fichiers, on ne parle pas juste de format, mais on parle également d'architecture des environnements de travail. Quand je dis environnement, bon, je peux déjà parler des systèmes d'exploitation. Lorsqu'on prend les systèmes d'exploitation, par exemple, chaque système d'exploitation a ses spécificités en termes de type de fichier, en termes de type de programme, comment est-ce que les programmes fonctionnent. C'est tout ça, en fait, qui rentre dans le concept de système de fichiers. On a plusieurs systèmes d'exploitation, en l'occurrence de ceux qui sont affichés à l'écran, Linux, OS X, Windows, Android, iOS. Mais il y a d'autres systèmes d'exploitation également. Et chaque système a son environnement graphique et serveur. Il y a des deux côtés. Et les systèmes de fichiers concernent et les environnements graphiques et les environnements serveurs. Quand on prend l'exemple de Windows, on a des Windows serveurs et des Windows graphiques desktop. Quand on prend l'exemple de Linux également, et les systèmes de fichiers varient en fonction de chaque système d'exploitation, de chaque OS. Maintenant, dans un autre sens, les systèmes de fichiers quand on parle de système de fichiers, ça fait aussi référence un peu à l'architecture, l'organisation des éléments dans le système. Lorsque on vient dans Windows, système de fichiers peut faire référence au fait que l'arborescence de Windows se présente comme un disque local C et dedans, lorsqu'on rentre, on a des répertoires, des premiers répertoires comme Document Settings, Windows, Program File. Et après, dans Document Settings, on a des sous-répertoires jusqu'à atteindre, par exemple, le bureau, jusqu'à atteindre, par exemple, mes documents. C'est la même chose pratiquement avec tous les systèmes d'exploitation. Même sur Android, l'icône qu'on a à l'écran, en fait, se trouve appelle en fait des éléments dans un répertoire quelque part dans le système, dans l'OS. Donc, système de fichiers fait aussi référence des fois à cette arborescence-là, la façon dont c'est organisé depuis le ventre du système jusqu'à ce qu'on voit. Dans le cas qui nous concerne plus, nous allons prendre un système de fichiers sur le sens du stockage. Parce que déjà, les premières propositions ont fait cas de formats, ce qu'on appelle plus les formats. Et les formats, on ne parle pas de format quand il n'y a pas de stockage. Il faut forcément sur quoi enregistrer les données qui ont tel ou tel format. Donc, les stockages d'un système de fichiers montrent vraiment la vraie essence de ce que c'est qu'un système de fichiers. Donc, de là, nous allons voir comment des termes comme NTFS, FAT32, FAT16, j'espère que vous avez déjà eu à entendre parler de ces termes-là. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de FAT32, FAT16, NTFS? Si. Je pense que ça, c'est pour
les systèmes de fichiers pour les disques durs, les clés, un peu ça, non? Pour le NTFS, les FAT, quand on veut formater les... Quand tu veux formater un disque dur en STM, bien une clé USB, on te demande de choisir un système de fichiers. Voilà, voilà, effectivement. Donc, c'est ça même l'essence des systèmes de fichiers. Et il en existe beaucoup. Il n'y a pas que ceux que j'ai énumérés là, mais ceux-ci sont les plus populaires, ceux qu'on connaît le plus. Sinon, il en existe toute une pléiade. Donc, j'ai mis dans la présentation un lien ici qui renvoie vers Wikipédia. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir, oui. Qui renvoie vers Wikipédia, qui montre en fait tout ce qu'il peut y avoir comme système de fichiers, les entreprises ou les auteurs, ceux qui ont créé ces systèmes de fichiers, les années où ça a apparu, les types de systèmes d'exploitation sur lesquels on les retrouve. Donc, vous voyez, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais je me suis limité juste à ceux qu'on utilise le plus dans nos environnements populaires. Maintenant, en parlant de système de fichiers, de système de stockage, NTFS, FAT et autres, il faut penser au concept de répertoire de fichiers et d'arborescence. Bon, qui a une idée de, quand par exemple on dit répertoire ou on dit fichier, qui a une idée de la différence entre répertoire et fichier? Le répertoire contient des fichiers. Visuellement, en tout cas, c'est l'organisation ou bien ce schéma-là que l'on présente. Un répertoire contient des fichiers et un répertoire peut contenir d'autres répertoires. Voilà. Ouais. Quelqu'un d'autre a quelque chose de différent ou quelqu'un d'autre a quelque chose par rapport à arborescence? Personne? Bon, d'accord. L'arborescence, c'est l'hiérarchie entre oui, voilà, répertoires. Voilà. Effectivement, comme l'a dit Sam, c'est ça. Tout commence en fait avec une arborescence. Lorsque, si par exemple je retourne en arrière, lorsqu'on parle de système d'exploitation, on parle de système d'exploitation, on parle de stockage, tout ça, ça part en fait d'une arborescence. Une arborescence, c'est ce qu'on a, j'avais donné l'exemple de Windows où on a en tête que le disque dur de Windows a une organisation telle que quand on rentre en même temps sur le disque dur, qu'on appelle dans le monde Windows disque local, c'est par exemple, on a d'abord des dossiers. Et dans ces dossiers, on rentre, on accède à d'autres dossiers, on accède à d'autres dossiers jusqu'à accéder même à l'interface même du bureau. C'est ça, c'est cette organisation sous forme d'arbre en considérant qu'il y a une racine et des branches et des tentacules qui vont jusqu'à des feuilles. C'est cette organisation, c'est cette image en fait qu'on appelle arborescence. Le terme arborescence même tient lieu de arbre. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, comme l'a dit également ça, voilà, les répertoires, c'est ce qu'on appelle classiquement des dossiers. Et dans ces dossiers, on peut avoir des fichiers ou on peut avoir également d'autres dossiers qu'on appellera sous-dossiers ou sous-répertoires et ainsi de suite. Du coup, un répertoire peut être un fichier, mais un fichier n'est pas un répertoire. Est-ce que c'est flou? On peut considérer un répertoire comme un fichier, mais en aucun cas, on ne peut jamais considérer un fichier comme un répertoire. J'ai l'impression de parler. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, on comprend maintenant ce que c'est qu'arborescence et répertoire et également fichier, on peut se pencher sur les formats de fichiers. Lorsqu'on parle de format de fichiers,
vous avez déjà eu à citer les formats de fichiers lorsque j'avais demandé premièrement si on avait idée de ce que c'est que système de fichiers. C'est surtout ça, les formats de fichiers. Les formats de fichiers, c'est les finitions en extension. Lorsque on a un fichier qui est un document auquel est attribuée une extension donnée, c'est-à-dire le document est structuré dans une sorte de langage informatique donné pour pouvoir servir à quelque chose. C'est là où on parle en fait de format de fichier, où on citera par exemple un format .jpeg, un format .png, un format .psd, .doc, .docx. Maintenant, pour les formats, il y a des formats en fonction des besoins applicatifs. Lorsqu'on parle de format, on doit tout d'abord penser au type de documents pour lesquels on veut avoir des formats. Les documents les formats de documents en écriture ne sont pas les mêmes que les formats de documents en lecture et ce ne sont pas les mêmes que les formats de documents en exécution. Quand je dis document, je parle en même temps de fichier. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je prends l'exemple d'un fichier docx, un document bureautique qui s'appelle par exemple rapport 2019.docx. Ce nom, rapport 2019.docx, c'est le nom du fichier. C'est le nom du fichier. Lorsqu'on ouvre ce fichier, on est dans le document en question avec lequel on peut travailler, on peut ajouter des éléments ou extraire des éléments parce que ce type de document a une possibilité d'écriture. On peut écrire dans ce document ou dans ce fichier. Et cela, c'est le format en fait qui lui attribue. Le format qui est l'extension au bout du nom du fichier, point quelque chose. C'est ce format-là qui attribue en fait les propriétés d'écriture à ce fichier-ci. Et c'est ce format, par exemple, qui attribuera les propriétés de lecture à un autre fichier et non des propriétés d'écriture et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on veut écrire dans un fichier, dans un document ou créer un nouveau document ou un fichier, il faut des logiciels spécifiques de création de fichiers ou de traitement. Quand je dis traitement, c'est en même temps modification. Parce que les logiciels qui vont créer les fichiers ne sont pas forcément les logiciels qui doivent lire les fichiers. J'espère que c'est clair. Quand je prends toujours le cas d'un fichier doc ou docx, ce fichier se crée avec un logiciel d'édition a priori, un logiciel d'édition bureautique à l'exemple des logiciels dans les suites bureautiques comme Office, LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office, Google Suite, l'Office de Suite que j'ai utilisé par exemple pour créer ce slide. Il faudrait en fait qu'il y ait ce genre de logiciel qui sert à créer. Et un logiciel doit servir à créer un type de fichier donné. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai qu'avec l'évolution, on arrive à avoir des logiciels qui créent d'autres fichiers qui ne créaient avant. Mais ça ne voudrait pas dire que ces logiciels sont forcément les logiciels principaux pour créer ce type de fichier ou ce type de document. Exemple, quand vous créez une image avec par exemple, une application dans une suite bureautique comme LibreOffice ou Microsoft Office, en réalité, vous n'avez pas créé un document de façon éthique. Vous n'avez pas créé une image entre griffes de façon éthique. Pourquoi? Parce que le logiciel en question n'est pas prévu en fait pour ça, mais ce sont des extensions du logiciel qui vont au-delà de ce que le logiciel devrait faire. Et ces extensions utilisent des méthodes plus complexes pour pouvoir créer ces types de documents ou ces types de fichiers qui ne devraient créer. Est-ce que vous comprenez? Oui, on te suit. Voilà. Donc, en termes de création de fichiers, il faut savoir quel logiciel utiliser pour quel fichier
au finish. Donc, il faut toujours être dans une logique d'ordre. Je ne prends pas ceci pour faire cela, je ne prends pas ceci pour faire cela. Par exemple, vous voulez ouvrir un fichier HTML, on vous a peut-être copié un fichier, un document HTML, c'est un format de fichier aussi, mais qui est destiné au web. Ce format de fichier, ce que ce format de fichier a comme un logiciel d'édition ou de traitement ou de création sera un logiciel comme VS Code, Sublime Text, Notepad++, des logiciels qu'on catégorise en fait en tant qu'éditeur, éditeur de code. Lorsque vous prenez ce fichier HTML que vous voulez modifier et vous partez l'ouvrir dans un logiciel Office parce que vous avez fait le clic droit, vous avez ouvert ça et ça a ouvert. En réalité, vous commencez, dès lors que vous avez ouvert le fichier, vous commencez par le détériorer. Le fichier est en train de perdre ses propriétés de base. Parce que le logiciel Office n'est pas conçu, peu importe le logiciel Office que vous utilisez, que ce soit LibreOffice ou Microsoft Office, le logiciel de cette suite-là que vous avez utilisé, par exemple, pour afficher le contenu d'un document HTML qu'on vous a copié ou bien que vous avez téléchargé sur Internet, n'est pas a priori conçu pour ça. Du coup, il va forcer l'architecture du document et implémenter d'autres choses dedans lorsque vous faites une modification et que vous lui demandez d'enregistrer. Du coup, il y a un problème qui va se créer après dans l'exploitation de ce fichier. Si vous voulez ouvrir ce type de fichier, vous prenez le logiciel adéquat. Est-ce qu'on voit un peu? Maintenant, de la création, on passe à la lecture des documents ou des fichiers. On ne lit un document ou un fichier qu'avec le logiciel qui lui sert de lecture. Lorsqu'on veut lire un document PDF, un fichier PDF, on l'ouvre avec un logiciel qui supporte en fait le cryptage du PDF, comme par exemple Acrobat Reader, Adobe Reader ou autre logiciel de lecture PDF. Peu importe le nom du logiciel, le logiciel intègre toujours de quoi pouvoir reconnaître le format PDF et de quoi pouvoir l'interpréter, le lire et l'afficher à l'écran. Donc, le format PDF, c'est un format en fait qui dépend directement d'Adobe. Du coup, on ne peut pas avoir un logiciel qui lise du PDF et qui n'intègre pas des ressources de chez Adobe. C'est impossible. C'est vrai que de nos jours, on a l'habitude de créer du PDF depuis notre suite bureautique, que ce soit Microsoft, LibreOffice ou même les suites bureautiques en ligne. On a la possibilité de créer des PDF. Mais en réalité, les PDF qu'on crée, ce sont des exportations finales. On exporte, on finit de modéliser le document comme on veut dans le format du logiciel qu'on est en train d'utiliser. Et on demande au logiciel d'exporter ça en PDF. C'est comment il crée une copie, mais dans le langage informatique qui gère le PDF. Il génère le PDF qu'on crée, par exemple, depuis une suite bureautique, est en fait généré. Puisque lorsque vous voulez vraiment créer un PDF, il va falloir utiliser un logiciel adéquat qui sert à créer des PDF. Là, on va toujours se tourner autour de Acrobat, autour d'Adobe pour pouvoir avoir des logiciels qui font très bien les PDF. Donc, les autres logiciels dont on se sert pour générer du PDF exploitent également les ressources de chez Adobe pour pouvoir le faire. Donc, pour ouvrir par exemple une image, un fichier image, que ce soit, peu importe le format, que ce soit du JPG ou que ce soit du PNG ou du GIF, il faudra un lecteur d'images, un logiciel destiné à pouvoir lire, à pouvoir afficher les images. Et c'est dans ce logiciel, en fait, qu'on ouvre l'image. Lorsque vous n'avez pas de logiciel de lecture sur votre machine ou votre système, vous pouvez utiliser un autre logiciel pour pouvoir afficher cette image. C'est une alternative, mais ça ne voudrait pas dire que le logiciel que vous utilisez, c'est ce logiciel qui gère en fait l'affichage des images, le visionnage des images. Lorsque vous, sur votre machine, arrivez à un moment, vous avez constaté que quand vous double-cliquez sur une image,
que l'image s'ouvre dans autre chose, sauf par exemple dans un navigateur, ça ne voudrait pas dire que votre navigateur est un logiciel d'affichage ou de visionnage d'images. Non. C'est parce que dans vos paramètres, les paramètres du système, vous n'avez pas dit au système, pardon, problème de connexion. J'espère que vous me recevez. J'ai des notifications de connexion ici. Oui, on te reçoit toujours. C'est que lorsque vous affichez une image, vous double-cliquez dessus et que l'image s'ouvre ailleurs, c'est votre double appel à une fonctionnalité qui demande en fait au logiciel ou votre Firefox pour votre problème et lui se charge de vous afficher l'image de façon alternative en attendant. Ça ne voudrait pas dire que vous n'avez aucun problème. Lorsque ça arrive, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Il va falloir vérifier pour voir est-ce que votre logiciel de visionnage d'images natif a un problème. Est-ce qu'il y a possibilité d'installer un vrai logiciel de visionnage d'images alternatif ou pas, mais ne pas se limiter au fait que, okay, que mon Firefox l'ouvre quand moi je vais ouvrir des PNG, que c'est Google Chrome qui l'ouvre. Donc, c'est que Google Chrome qui gère l'affichage des PNG. Ou non. C'est qu'il y a un mauvais, il y a un problème au niveau du fonctionnement. Sinon, en réalité, lorsque vous double-cliquez sur un fichier pour lui demander une lecture, en fait, vous demandez une exécution depuis un programme donné. Donc, quand le programme est manquant, un autre programme va servir d'alternative en fonction de votre système d'exploitation, la façon dont il tourne. Si vous constatez sur Android, il y a des gens qui ont tellement de lecteurs PDF sur leur Android et lorsqu'ils ont un fichier PDF et qu'ils veulent ouvrir le fichier PDF, il y a plusieurs applications qui sont proposées, des applications PDF qui sont proposées pour qu'ils choisissent une. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à constater ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? La personne veut ouvrir un élément sur son smartphone. Par exemple, le smartphone lui propose plus de 2 applications qui peuvent faire la même chose. Et peu importe l'application que vous prenez, l'application ouvre quand même votre document ou votre fichier. Oui. Ça arrive sur le téléphone comme sur l'ordinateur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir prioriser. Il faut avoir une certaine rigueur dans l'exploitation de ces données pour aussi gagner en ressources. Puisque lorsque sur votre système, pour lire des documents, pour lire par exemple des documents JPG, vous avez plus de 2 visionneuses destinées exclusivement au JPG. En réalité, vous perdez de l'espace disque pour l'autre programme supplémentaire et également vous perdez un peu aussi en ressources que va consommer tel ou tel programme en arrière-plan. Vous avez des programmes qui vont toujours consommer en arrière-plan votre disque dur, votre mémoire RAM, votre processeur sans que vous ne les utilisiez souvent ou vous ne les utilisiez même pas. Donc, si vous avez un programme, un logiciel, une application qui doit lire un type de document donné qui le fait bien, vous n'avez plus besoin en réalité d'une autre application, sauf si pour certains besoins d'expérience utilisateur, l'application numéro 2 ou numéro 3 que vous voulez ajouter a quelque chose de plus que juste lire, que vous appréciez là, ça peut se comprendre. Donc, c'est juste pour que vous compreniez que je donne ces genres d'exemples. Bon, si vous avez des questions à un niveau en même temps, vous pouvez m'interrompre puisqu'il y a des éléments qui se retrouvent, des éléments d'une partie qui se retrouvent dans une autre partie du document et le document n'a pas de détails approfondis à part ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre et si c'est à la suite, je dirais que ça viendra à la suite. Ok, je crois que peut-être il faut aller dans le vif du sujet puisque l'audience est plus ou moins utilisateur d'ordinateur ou bricoleur. Donc, peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va te faire revenir en arrière. D'accord, ok. Bon, maintenant, les documents à privilégier lorsqu'on est en infographisme. D'après vous, quels sont les documents à privilégier lorsqu'on est en infographisme? Je vais essayer de faire
quelques questions-réponses pour voir à peu près ce que X ou Y pense. OK, disons, on est en infographisme et vous avez besoin, par exemple, d'avoir des images de votre institution que vous voulez intégrer dans un rapport. Vous devez privilégier quel type de document. Vous avez besoin des images. Il y a des photos qui ont été prises pour des activités et vous avez besoin de ces photos pour pouvoir travailler. Ces photos, s'ils doivent vous être envoyées, doivent être des documents forcément. Ce sont des fichiers. Donc, vous allez privilégier les récupérer comment, ces genres de fichiers, ces genres de photos, sous quel format par exemple? En fichier? Oui, oui, en tant que fichier. Vous voulez récupérer ces photos-là. Vous privilégiez en fait quel format de fichier? JPEG. OK. Et pourquoi JPEG? Je ne sais pas trop, hein, mais souvent quand je demande à mon graphiste de m'envoyer ça en fichier, l'extension c'est toujours JPEG. Je n'ai jamais compris. D'accord. Quelqu'un d'autre? Le JPEG, par exemple, le JPEG offre à ce que ça offre la possibilité d'avoir une large panoplie de couleurs. Et le PNG, ça, c'est souvent léger, donc facile à utiliser. Je n'ai pas compris. Le JPEG et puis une panoplie de couleurs et... Le JPEG offre une grande variété de couleurs. Je pense que ça doit être environ 16 millions. Et le PNG, lui, c'est léger. Lui, c'est léger. Je n'ai pas vraiment compris. En termes de taille. En termes de taille? Ouais. OK. D'accord. Alors, en petit bricoleur, moi, je dirais que ça dépend du fichier d'origine. Si c'est déjà le mieux, c'est de prendre le fichier dans le format original. C'est-à-dire, si c'est un appareil photo, si c'est du JPEG, on prend le JPEG. Si c'est PNG, on prend. Si c'est une conception qui a été faite, idéalement, c'est de prendre le format d'origine, genre PSD et tout ça. Sinon, si c'est un graphiste, par exemple, qui fait un travail, qui te donne un JPEG, c'est que le JPEG est déjà compressé. Tu n'as plus la main pour changer des choses dedans. C'est ce que je sais. D'accord. Bon, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Je vais revenir sur l'intervention numéro 2 d'abord. En ce qui concerne le JPEG et le PNG, c'est vrai que le JPEG offre une panoplie de couleurs, mais sans vous mentir, c'est pour du marketing. C'est pour du marketing, puisque la même panoplie de couleurs se retrouve également en PNG qu'en GIF. Ce n'est pas juste le nombre de couleurs, puisque en infographisme particulièrement, on n'a pas des couleurs, mais on a des variantes de couleurs. Moi, je me tue toujours à répéter ça. On n'a pas des couleurs, on a des variantes de couleurs. Puisque en infographisme, on n'a pas de vert, on n'a pas de jaune. On a des hexadécimaux ou des CVJM. Vous voyez un peu. Du coup, le JPEG, oui, ça offre une panoplie de couleurs entre griffes marketingment parlant pour faire la promo du JPEG, oui, mais le PNG n'est pas aussi léger que ce qu'on pense. Il peut y arriver qu'on obtienne un PNG plus lourd qu'un JPEG issu d'un même projet. Est-ce que vous avez déjà eu à remarquer ça? Genre, je vous fais une conception, je vous envoie le fichier PNG, je vous envoie le même élément en JPG, vous vous rendez compte que le PNG revient plus lourd, peut-être même 2 fois ou 3 fois la taille, le poids du JPG. Et moi, je pense même que par exemple, il y a des logiciels, quand tu les utilises, le format par défaut, c'est PNG. Et c'est plutôt ce que tu exportes qui est JPEG. Du coup, le PNG est plus lourd que le JPEG. Ouais. Donc, c'est pas par défaut plus léger que JPEG. Voilà. En fait, le PNG, c'est un format portable, un peu comme le PDF.
c'est un format portable un peu comme le PDF, et qui a la propriété, qui a des propriétés en fait de préserver à un certain niveau donné les qualités, les propriétés graphiques de tous les éléments utilisés pour composer l'image. C'est ce que le PNG a par exemple de plus que le JPG a priori. Ce n'est pas juste une question de poids, non, mais c'est plus en termes de qualité et pour une utilisation donnée. Lorsqu'on veut utiliser l'élément vers le web, lorsque l'utilisation est orientée web, il faut toujours privilégier le PNG plutôt que le JPG. Peu importe ce qu'on a eu à acquérir avant comme connaissance dessus, sur le terrain, ce qui se passe est totalement différent. Je vais avancer en disant, lorsque je sors un document en PNG, le poids du document dépend en fait des éléments qui sont dedans. Exemple, lorsque je fais une conception dans laquelle, là je vais être très, très terre à terre, je dois faire une conception, un visuel pour Isoc, ok? Et maintenant, dans le visuel, je dois mettre par exemple le logo d'Isoc. Je suis en train d'énumérer les éléments externes à implémenter dans ma conception. Le logo d'Isoc, le logo de Facebook ou l'icône de Facebook, l'icône de Twitter pour l'icône de Twitter, l'icône d'Instagram et autres pour préciser le compte principal d'Isoc sur les réseaux sociaux. Ça fait peut-être 4 ou 5 images déjà que je dois mettre. Je vais en plus de ça ajouter une photo illustrative que je vais récupérer sur Pixel ou bien acheter chez Adobe Stock ou chez Shutterstock dedans. Et quand je finis mon travail, dans mon travail, je n'oublie pas non plus qu'il y a des polices qui vont rentrer dans le travail et les polices également pèsent. Souvent, on a tendance à négliger. En fonction des polices qu'on utilise, le rendu donne aussi quelque chose. Lorsque vous travaillez avec certaines polices données et que vous prenez le même travail, le même projet avec les mêmes canevas et que vous changez les polices, si vous prêtez attention, vous allez voir que les poids vont différer, peu importe le format dans lequel vous l'exportez. Vous pouvez faire l'expérience en l'exportant dans un même format, mais avec des polices différentes, des tailles de polices différentes. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, le poids d'un document dépend a priori de tout ce qu'il y a dans le document, tout ce qu'il y a comme élément, volume dans le document, ce qu'on appelle le canal alpha, auquel on ne pense jamais chez nous en Afrique. Tout ça, ça fait partie, ça influence en fait sur le poids du document avant d'arriver même au format final dans lequel le fichier ou le document a été exporté. Donc, lorsque je reviens sur mon exercice avec un visuel pour Isoc Togo et que je dois mettre ces images dedans, je pars sur Google Images pour chercher tout de suite un logo d'Isoc Togo. Je prends le logo d'Isoc Togo que je vais prendre sur un autre site qui va subir une compression et je vais l'obtenir en JPG ou sans compression, je vais l'obtenir en PNG ou même avec compression mais sans perte, toujours en JPG. Je récupère ce fichier, je récupère cette image que j'apporte dans mon logiciel d'édition. Une fois que je l'ai mis dans le logiciel d'édition, je continue ma recherche. Je tape logo Facebook. Je prends le logo de Facebook. La première chose que je prends, je l'apporte ici. Logo Twitter, je l'apporte. Quand je finis le travail, tous ces éléments que j'ai apportés, lorsqu'ils sont en .jpg ou en .png, je dois me rassurer que mon document va peser. Ça, c'est sans aucun doute. Parce que lorsque j'apporte une image externe qui pèse peut-être 100 kg au document, je suis en train d'ajouter 100 kg approximativement à l'élément que je vais exporter à la fin. Et ainsi de suite. Par contre, lorsque, par exemple, l'icône de Facebook, je dessine l'icône de Facebook moi-même, je gagne en poids ou j'intègre l'icône de Facebook de façon vectorielle, je gagne en poids. Pourquoi? Parce que le vectoriel, je ne sais pas si je dois dire dynamique sans faire un abus, mais c'est dynamique. Lorsque on intègre un élément vectoriel dans une conception, on a plus de possibilités puisque le vectoriel offre directement le choix de chemin sur l'élément qu'on a et qu'on peut réadapter.
Donc, si je privilégie le vectoriel, je gagne en qualité et en même temps en poids, avant même de penser à dans quel format le document va être exporté. Donc, dans ce cas, pour l'exercice d'ISOC, je vais privilégier le logo d'ISOC en format vectoriel, que ce soit en format AI, en format EPS ou en format SVG. Le SVG est plus accessible. Je vais chercher à faire pareil avec les autres icônes que je vais utiliser pour gagner en qualité et en poids de mon élément qui va être exporté. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, voilà. Et quand ça concerne les images, les photos que je veux intégrer, comme l'a dit Sam, voilà, on privilégie les images originales directement sorties de l'appareil. Et ces images, avant d'être intégrées dans le logiciel, soit être passées dans un logiciel de traitement d'images pour que lorsqu'on veut agir sur le poids de ces images, pour qu'on gagne également en optimisation de sa qualité. Ne pas juste prendre une image comme ça, le mettre dans le document et puis tirer de gauche à droite pour l'adapter, non, mais prendre soin de jouer sur les propriétés des images pour garder un tant soit peu sa qualité lorsqu'on l'intègre dans le document. Puisque vous allez avoir une image qui a une hauteur de peut-être 3000 pixels en fonction de l'appareil que vous allez apporter dans votre document qui n'a même pas une hauteur de 1000 pixels. Vous allez vous mettre à tirer, oui, c'est vrai, vous allez tirer pour que ça s'adapte à votre Canva. Certes, mais ce serait bien de le retoucher, d'obtenir en fait une hauteur exacte depuis un logiciel de traitement d'image comme GIMP ou bien Adobe Photoshop avant de l'apporter dans votre logiciel d'édition de visuel, si c'est Illustrator ou bien Inkscape. Comme ça, vous allez gagner, vous allez préserver un tant soit peu la qualité de l'image et en même temps, vous n'allez pas faire du n'importe quoi dans votre conception. Vous aurez un travail un peu plus organisé. Et lorsque vous allez exporter, que ce soit en PNG ou exporter en JPEG, vous gagnerez également en poids. Maintenant, lorsque l'exercice continue, on finit de faire le visuel de ISOC et qu'on veut envoyer le visuel, par exemple, au CA pour que le CA puisse valider, vérifier, valider. On envoie le visuel sous quel format d'après vous? Bon, j'ai fini mon visuel, je l'ai exporté peut-être en PNG et puis je l'ai exporté également en JPG, je l'ai exporté également en PDF. J'envoie quoi au CA et quelles sont les précautions que je dois prendre pour que le CA puisse vraiment apprécier le travail et donner son accord si ça doit être finalisé ou pas. Enfin, selon vous, quoi. Par expérience, je dirais qu'il faut faire attention au canal d'envoi. Quand on prend par exemple les WhatsApp, ils atterrent les images. Des fois, la transparence, s'il y a une transparence au niveau de l'image, il met un blanc, jaune. Donc, l'image n'est plus la même que dans la version initiale. Donc, je fais attention au canal par lequel j'envoie. Mais après, pour le format, un JPEG fait l'affaire. Ok. Quelqu'un d'autre? Jonas, tu en penses quoi, toi? En fait, par rapport à l'utilisation de l'extension, moi, je dirais que ça dépend de l'usage. Oui, bon, de l'usage le pourquoi, en fait, je veux ce visuel. Qu'est-ce que je vais faire avec ce visuel? Est-ce que c'est pour l'utiliser dans un document? Voilà un peu quoi. Pourquoi, en fait, je veux ce visuel? Donc, je crois que c'est ce qui justifiera le choix de l'extension. Et aussi, par rapport à ce que M. Folly vient de dire, pour
le canal, moi, souvent, pour les visuels, je préfère quand on l'envoie par mail ou bien quand on l'envoie par fichier et on veut faire des publications sur Facebook, Instagram et tout, la qualité y est un peu à 75-80%. Mais quand tu envoies directement l'image par WhatsApp, quand tu l'envoies sur Instagram, par exemple, tu verras que la qualité n'y est plus vraiment. Donc, tout dépendra de l'objectif et le pourquoi de ce visuel-là. Il fera quoi? Voilà. OK. Bon, je demandais, en termes d'objectif, je demandais, on s'y prend comment? On choisit quoi comme format de fichier lorsqu'on doit envoyer le travail fait au Oui, CA? c'est ce que tu dis. Hein, que par Oui, exemple, pour si par validation. exemple, on fait par exemple, Isaac par exemple vous demande de faire un visuel. C'est bon? Oui. Maintenant, le visuel par exemple va servir de l'entête en tête des pages Word, des pages, des documents Word. Donc, par exemple, là, on dira, on va demander, par exemple, que ça soit peut-être en PNG. Je pense que le PNG, c'est ça qui vient parfois, ça vient en noir, le fond change par rapport à l'arrière-plan, c'est ça, non? Bon, oui, le PNG fait ça souvent, mais ce n'est pas le PNG, ce n'est pas le format qui le fait. C'est le logiciel à travers lequel il a été passé qui le fait. Voilà, donc c'est ça, je dis que par exemple, ça va dépendre de ce que je veux faire avec le visuel. Donc c'est ça qui va demander, en fait, c'est ça qui va me pousser à demander, je veux l'extension ci ou bien je veux ci, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. OK, oui, d'accord. Je voulais en venir, c'est un peu ce que Sam a dit. Ça concerne plus le format dans lequel il faut le avant d'envoyer ça et par quel canal. Bon, tu as complété à la fin avec ton intervention également par le canal, le canal préféré, le canal de prédilection ou le canal adéquat. Lorsque je finis ce visuel, par exemple pour Isaac, et que c'est pour qu'il valide, moi, je le mets toujours en PNG avant de l'envoyer. Et je privilégie le canal sauf WhatsApp, quoi. Puisque comme Sam l'a dit, effectivement, WhatsApp altère entre griffes les fichiers et ce n'est pas de leur faute non plus. C'est parce que la façon dont leur plateforme est conçue, les fichiers, tous les éléments qui passent en fait sont décryptés, sont analysés au peigne fin avant d'atterrir chez le destinataire pour des raisons de sécurité, etc. Bon, tout ça, on sait ce que c'est. Du coup, lorsque je vais envoyer un élément au CA d'Isaac, moi, je vais privilégier en fait l'envoyer par un autre canal autre que WhatsApp. Ça, c'est un. Maintenant, le format dans lequel je vais le mettre, je le mets en PNG pour que lorsqu'il y a des canaux alpha dans mon travail, le canal alpha, c'est comment est-ce qu'on peut appeler ça autrement? Ouais, on parle souvent de transparence et opacité. Lorsque, par exemple, voilà, j'ai de la transparence dans ma créa et que je ne privilégie pas le PNG, la transparence va être perdue. C'est-à-dire le canal par lequel on va l'envoyer, le canal va substituer autre chose à la transparence. Et c'est dans ce contexte qu'on se dit, on envoie un logo, le logo est tout noir, on ne voit pas, le logo est tout blanc, on ne voit pas, etc. Là, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. Le plus souvent, c'est parce qu'on voit certes, mais l'application de lecture applique un arrière-plan au document. Ça, c'est un. Lorsque ce n'est pas, on n'a pas envoyé, par exemple, via WhatsApp, où il n'y a pas eu de compression en JPG. Mais lorsque vous envoyez, la personne récupère très bien, le fichier est bien en PNG, mais la personne ne voit pas, ça voudrait dire que son interface graphique, en fait, applique un arrière-plan
à ce que vous avez envoyé, au lieu d'appliquer par exemple l'arrière-plan quadrillé, si ce n'est pas prévu dans l'application, vous êtes par exemple sur Android ou vous êtes sur PC, si votre application qui vous affiche les documents n'a pas prévu d'arrière-plan quadrillé, vous risquez d'avoir un nouveau noir virtuel qui vient se positionner ou bien un nouveau blanc virtuel qui vient se positionner, vous donnera l'impression de ne pas, que le travail n'est pas bien fait ou que c'est tout sombre. Donc, je privilégie le format PNG et je privilégie comme canaux ce que tu as dit, les emails. Bon, au pire des cas, on peut passer par Telegram aussi, parce que Telegram permet de choisir si on voudrait que le fichier soit compressé, surtout les images, si ça doit être compressé ou pas. Maintenant, ceci nous envoie dans le côté exploitation des fichiers. C'est juste une continuité de ce qu'on vient d'aborder déjà. C'est comment, en fait, on exploite nos fichiers et comment est-ce que les fichiers sont utilisés par les utilisateurs finaux. Moi, je parle toujours d'éthique parce que il faudrait faire les choses de façon propre si on doit les faire. Donc, on ne va pas parler d'utilisation, d'exploitation des formats de fichiers sans vraiment avoir idée des fichiers eux-mêmes. Et puisque nous sommes dans le digital, nous sommes amenés à nous confronter tout le temps aux aléas du web. Déjà, nos fichiers, c'est un problème. C'est un problème en termes de format. Les livrables qu'on va fournir, c'est également un problème si on ne s'y prend pas bien. Et maintenant, les interactions de nos fichiers, de ces livrables avec le web, c'est également un autre problème. On vient de les aborder un tout petit peu plus haut. Donc, lorsque on connaît déjà la différence entre les formats de fichiers comme PSD, XCF, AI, EPS, ZIP, JPG, PNG, Doc, DocX et j'en passe. On doit aussi avoir un peu de notion sur ce que c'est que la compression sans perte et la compression avec perte pour les images surtout. Donc, la compression sans perte, bon, voilà, il n'y a pas tellement de perte de données. Il y a la compression avec perte, il y a souvent des pertes de données pour rapidement adapter l'image en fait à l'utilisateur final qui le voit. Et c'est ce qui se passe souvent chez WhatsApp. Chez WhatsApp, il n'y a que la compression avec perte qui s'applique par défaut. C'est non négociable. Il n'y a pas possibilité de pouvoir éviter cela puisque WhatsApp n'a pas encore intégrer le support de différents types de formats. Donc, ça limite un tout petit peu ce genre de passe-passe. Par contre, lorsque on travaille à travers le mail ou à travers Slack ou à travers Telegram, là, on a la possibilité de pouvoir envoyer des fichiers en privilégiant la compression sans perte. La compression sans perte permet de faire ce truc-là, de préserver les propriétés qui sont dans l'image. Je donne un exemple. Je crée une image dans laquelle j'insère, par exemple, une licence Creative Commons. Et cette image, disons, c'est un logo dans lequel j'insère une licence Creative Commons et je dois l'envoyer à quelqu'un. Je tiens à ce que la licence accompagne. Il va falloir que je privilégie les options de transfert de ce fichier sans perte. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, parce que lorsqu'il y a une compression avec perte, la probabilité que je perde même les propriétés du fichier, la probabilité est assez élevée. Donc, j'évite catégoriquement de prendre ce risque et je privilégie par exemple un format vectoriel pour envoyer mon document, mon fichier, mon logo. Quand je dis format vectoriel, c'est par exemple SVG, par exemple AI, ou au mieux le format portable PNG ou PDF pour envoyer. Maintenant, en termes de livrables, nous avons l'habitude de ne pas
faire attention aux éléments qui composent en fait notre créa quand on l'envoie, puisque on pense souvent que tout le monde a un ordinateur pareil et quand on envoie, alors que c'est faux. Et en fonction de l'ordinateur de chacun, les logiciels, lorsque les logiciels doivent ouvrir des fichiers encore avec une once d'édition qui peuvent encore éditer ce qu'on leur envoie, ces logiciels ont tendance à substituer certains éléments. Je ne sais pas si vous êtes déjà confronté à ça, ou par exemple, on vous fait, quelqu'un prépare un document, par exemple, la présentation que je suis en train de regarder, je vous envoie la présentation sous PPTX, c'est-à-dire PowerPoint, je vous envoie la présentation sous PPTX, et lorsque vous l'ouvrez dans votre logiciel PowerPoint, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas identiques à ce que vous avez vu durant la présentation. Par contre, si je vous envoie également la version PDF, vous vous rendez compte que ce que vous avez en PDF est déjà, ressemble exactement à ce que vous aviez suivi au cours de la session. Mais le PPT, que vous avez ne vous affiche pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de la rigueur au niveau des livrables également. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend. Maintenant, est-ce que dans ce cas-là, il faut dire à la personne la version d'origine qui a été utilisée pour concevoir le logiciel? Oui, et peut-être non. Moi, je dirais qu'il faut juste se dire que la personne n'a pas le même environnement que soi, point final. Donc, si la personne n'a pas le même environnement que soi, on prend les précautions pour que ce qu'on veut envoyer s'adapte à l'environnement de tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'on évite en fait de laisser du contenu modifiable dans ce qu'on est en train d'envoyer. C'est vrai qu'il faut bien faire des livrables sous AI, sous EPS, sous SVG, sous PDF pour cette format que j'ai cité. C'est vrai que c'est bien de faire des livrables en termes de création de logos, de chartes graphiques. C'est les meilleurs formats dans lesquels on peut fournir. Mais lorsqu'on fournit dans ces formats et qu'il y a des logiciels de type premium qui ont été utilisés, des logiciels avec des licences, des polices, pardon, avec des licences assez particulières, des polices avec des licences commerciales qui ont été utilisées. Lorsque moi, je fais mon travail et que je livre le logo, je ne livre pas le logo en réalité avec, par exemple, les typographies que moi j'ai achetées. Jusqu'à preuve de contraire, les typographies que j'ai achetées pour moi, quoi, pour travailler, pour faire différents types de travaux. Il peut arriver que dans le logo, c'est juste un seul élément, c'est-à-dire une seule lettre que j'ai récupérée dans cette police-là pour travailler. Mais lorsque je livre le travail comme ça, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? La fameuse lettre P que j'ai utilisée depuis une police premium qui a sur mon système, lorsque j'ai fait les captures d'écran, le client a vu, le client est content de ça et que je dois lui envoyer, je lui envoie ça sous PDF. Quand il affiche, il fait juste une lecture, il a bien l'élément, mais lorsqu'il se permet d'aller ouvrir son PDF dans son logiciel Adobe Illustrator ou bien Adobe Photoshop, il se rend compte que le P est différent de ce que lui il a. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce que la police de ce P, en fait, est restée dans votre machine et n'a pas accompagné le PDF. Et ça arrive très souvent. OK. Donc, dans ce sens, ce que moi, je vais faire, mon livrable, je vais privilégier livrer mes logos surtout, je vais limiter au logo. Je vais privilégier livrer les logos sous PNG exclusivement. Maintenant, lorsque je vais livrer des logos, je vais ajouter par exemple des documents PDF qui contiennent le logo. Je vais veiller à ce que la police ne soit plus active dedans, c'est-à-dire les éléments tests doivent être passés de police en fait en chemin. Donc, ce n'est plus du test, mais c'est devenu des formes en fait dans la conception. Ainsi, lorsque la personne va ouvrir, la personne aura toujours ces formes à leur place, c'est-à-dire la lettre P que j'ai écrite, la personne aura la lettre P à sa place, mais
La personne, cette LFP, elle ne peut pas modifier ça en eux, puisque ce n'est pas la police. Mais du moins, le travail est sauvegardé, c'est préservé. Il y a les propriétés de la créa qui ont été préservées. Mais lorsque ce n'est pas ainsi, vous allez travailler avec une police de type, un instant s'il vous plaît. Ouais, désolé. Lorsque lorsque par exemple j'exporte ce logo et que je ne préserve pas cette propriété de police, le logo que j'ai fait avec une police de type sans série risque de se retrouver chez la personne qui veut modifier ça avec une autre police qui le substitue et qui n'aura pas forcément les mêmes glyphes. Et quand ça n'a pas les mêmes glyphes, c'est que le logo n'est plus le même, quoi. C'est comme par exemple le logo de Facebook. Plusieurs personnes ont tendance à voir le logo de Facebook comme juste un F dans un carré bleu. Non, ce n'est pas juste un F dans un carré bleu. C'est un F spécifique à un endroit spécifique d'un carré bleu d'une certaine taille donnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque vous voulez substituer, parce que par exemple, vous avez appris que, quand on prend une icône de Facebook sur Google Images, on intègre dans un document que ça pèse plus. Donc, OK, désormais, je vais éviter ça. Je vais faire un carré bleu et puis je vais écrire F dedans avec une police. Ce n'est pas évident que vous ayez la police qui a été utilisée pour créer le F de Facebook. Du coup, quand vous faites ça, vous n'avez pas mis le logo de Facebook. Ce n'est pas le logo de Facebook. Vous avez juste un F dans un carré bleu. OK. Maintenant, lorsque nos fichiers, on les met en format SVG pour usage web, puisque actuellement, avec les évolutions des navigateurs, les développeurs, les développeurs front-end ont tendance à réclamer plus les logos en SVG. Et malheureusement, tous nos designers n'ont pas cette culture-là de penser SVG, de pensée vectorielle dans les livrables. Lorsque vous fournissez un SVG à un développeur, vous fournissez le logo en SVG à un développeur, ce n'est pas juste parce que vous avez votre application vectorielle et vous lui dites d'exporter le truc en SVG, il exporte et puis c'est tout. Non. Lorsque vous gardez les polices à l'intérieur, quand ce logo va être intégré dans un site web, par exemple, ou dans une application, vous risquez de voir les quelques éléments de test, la typo du logo, se changer à autre chose. Si la police que vous avez utilisée est une police particulière, qui n'est pas une police déjà disponible dans les librairies des navigateurs qui sont installés, n'est pas disponible dans les librairies en ligne qui sont liées déjà à plusieurs interfaces web comme les polices Google, vous risquez de retrouver votre logo d'une façon bizarre. Exemple, vous avez un logo dans lequel vous avez utilisé la police que j'ai utilisée pour écrire nos fichiers ici. Vous avez utilisé cette police. C'est un exemple pour faire votre logo et qui est en SVG. Vous envoyez ça au développeur. Le développeur l'intègre dans le site, le met très bien dans le header, dans l'entête du site. Et lorsqu'on visite le site, on se rend compte que le test qui est dans le logo, par exemple, Isoctogo, le test écrit avec une police qui avoisine un peu du Time Romance. C'est carrément catastrophique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le logo d'Isoc n'est pas écrit avec une police épatée, une police de type sérif. Non, ça a été écrit avec une police de type sans sérif. Donc, si pour l'envoyer, pour exporter sur SVG, je passe ces polices-là en objet ou en glyphe, j'obtiens désormais des chemins qui ne seront pas altérés, par exemple, par une librairie de police ou une librairie CSS qui va agir sur le site dans lequel on va intégrer la police. Je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, si tu livres la version SVG, tu dis que au moment de lire, ça peut être altéré en fonction des polices du navigateur, c'est ça? Oui.
quand je dis altérer, c'est bon, ça risque d'être Remplacer quoi? modifié par autre Oui, chose. oui. Donc, Ouais. le mieux, c'est de donner des PNG, c'est ça? Bon, on peut donner des PNG. Je suis en train, dans la mesure où le développeur a besoin du SVG. Parce que le PNG, c'est vrai, peu importe ce qu'on va dire, le SVG a tendance à être plus léger que le PNG. Le SVG, c'est pas à tendance, le SVG est plus léger que le PNG. Surtout quand le SVG est bien fait, c'est hyper léger. C'est pas pour rien que vous connaissez Wikimedia, non? Oui, oui. Oui, les ressources libres de Wikipédia en termes d'images, en termes de logos, de vecteurs, de drapeaux et tout. Vous allez constater que sur Wikimedia, ils mettent plus en avant les SVG plutôt que les PNG. Parce qu'avec le SVG, vous récupérez tout ce qui a comme propriété et qualité en fait des éléments. Avec le PNG, c'est une image, disons, non, je ne peux pas dire photo. C'est une image que vous avez récupérée. Mais avec le SVG, c'est un document que vous avez. Donc, puisque c'est un document, entre griffes, éditable, ce document peut être modifié aussi bien dans votre logiciel d'édition que être modifié dans autre chose. Parce que chaque fichier qu'on utilise, en fait, c'est du code derrière et le code peut être modifiable. Peut être modifié, pardon. Maintenant, le code de certains fichiers, comme le SVG, c'est plus facile en fait à modifier que pour le PNG ou le JPG qui subissent déjà une forme de compression donnée, que ce soit avec perte ou sans perte. Bon, peut-être lorsqu'on va faire un petit exemple, un petit test, on va voir ce dont je parle. Mais cela est-il que parce que les éléments vont passer par le web, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut envoyer et savoir lorsque vous devez fournir un logo à quelqu'un ou même vous devez fournir votre logo à un développeur pour travailler, demander s'il peut travailler avec le SVG ou le PNG. Et même comme la tendance actuelle, c'est le SVG qui est privilégié, il faudrait qu'il puisse travailler avec le SVG. Dans ce cas, vous lui fournissez votre SVG bien fait, qui ne comporte pas de police. Oui, surtout les polices qui ne comportent pas de police, puisque les navigateurs eux-mêmes ont leur librairie de police. Maintenant, sur le web, il y a plusieurs autres librairies de police qui existent sur les CDN qu'on intègre en fait à des projets. Donc, lorsqu'il y a une police qui manque quelque part, une police va être utilisée pour substituer, surtout quand c'est disponible sur un CDN. Donc, quand vous avez un SVG dans lequel vous n'avez pas de police, alors vous êtes à l'abri des dégâts. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Est-ce que dans un SVG, on peut spécifier un CDN en même temps? Est-ce que dans un SVG, oui. on peut spécifier une police venant d'un CDN? Oui, on peut. Mais là, le SVG, c'est principalement fait avec du XML. Oui, c'est possible, mais la manière, il va falloir vraiment maîtriser le XML et le CSS pour pouvoir retoucher un SVG au niveau du code. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Moi, je n'ai pas cette compétence-là. Quand même, je sais que c'est possible à faire. Sauf que pour éviter tout, il faut être en mode chemin. Genre, il n'y a pas de test, d'éléments test dedans, quoi. Et là, on est à l'abri. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à toucher à des fichiers venus des stocks. Alors, des fichiers avec des vectoriels qui viennent des stocks. Lorsque, par exemple, vous prenez un vectoriel, un format .ai, un fichier .ai, un fichier .eps, un fichier .svg qui viennent de certains stocks, vous allez voir que l'aperçu que vous avez, souvent des gens qui téléchargent les exemples, les templates comme ça pour peut-être faire des visuels. Ils se rendent compte que lorsqu'ils ouvrent en fait leur fichier dans Adobe Photoshop, il y a déjà un problème qui se pose. Ou quand ils l'ouvrent dans Illustrator, il y a un problème qui se pose, les polices ne sont plus les mêmes, ou bien le test d'exemple Lorem Ipsum déjà se comporte différemment, le test reprend
des interlignes différentes de ce qu'il y a sur l'image de présentation ou bien l'ajustement, tout est un peu désordonné. C'est parce que déjà, ça ne retrouve pas la police de départ, puisque la police n'a pas été, est-ce que je dois appeler ça, compactée. Genre, la police a toujours l'état de police avant d'être exportée, mais n'avait pas été embarquée dans le document. Donc, quand ce n'est pas embarqué dans le document, quand vous voulez l'ouvrir chez vous, vous ne l'avez pas sur votre système, donc il y aura qu'à faire now. C'est aussi logique que ça. Et ceux qui sont assez, ceux qui ont un peu le doigté, ce qu'ils arrivent à faire, c'est retrouver d'autres policiers pour substituer, pour que ça donne l'impression d'être réaliste par rapport à ce qu'il y avait à la base. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ne comprennent pas, se permettent en fait de remplir comme ça avec le nom de leur institution, l'événement, et tout est un peu désorganisé, mais pour eux, tant que la couleur y est, c'est bon, et ils exportent. Et on a beaucoup d'éléments comme ça qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, malheureusement. Alors, on a une question de Abdelrahman du chat. Ouais. Je tente à maîtriser Adobe, mais malheureusement, quelques-unes de mes créas se dégradent en flou. Est-ce qu'on va aborder cet aspect plus tard? Quelques-unes de ces créas font quoi? Se dégradent en flou. Se dégradent en flou. Oui, tout ça, c'est au niveau de la méthode de création, de la méthode de conception, en fait. L'organisation, la façon dont on gère les layers, la façon dont on gère les tailles des canevas. Il y a quelque chose que nous avons tendance à négliger, c'est que, je le disais avant, que le poids d'une image, qu'on a créée dépend des éléments qui sont à l'intérieur et aussi dépend des dimensions, de la taille. La taille, ce n'est pas juste la taille en termes de Canva, en termes de la taille du document de création, mais c'est également par rapport au ratio des interfaces sur lesquelles le document va être affiché. Lorsque vous avez une image exportée, qui est très, très, très petite en termes de largeur par rapport aux écrans sur lesquels elle va être affichée, on risquera d'avoir une image très petite qui va avoir tendance à être agrandie, à s'élargir pour remplir tout l'écran. Du coup, il y aura perte visuelle. C'est parce que la ratio, le rapport espace-élément a trop d'écart. C'est ce que l'œil peut voir en fait à travers une jumelle. Si je peux assimiler ça à cet exercice. L'œil peut voir quelque chose, l'œil peut voir autant d'éléments dans un champ donné à travers une jumelle, mais ne peut pas voir au-delà. Donc, si on a un champ dans une jumelle assez large et on a un élément assez petit au milieu, on risque de ne pas bien voir l'élément. Maintenant, si on trouve une façon, un pouvoir de super-héros à agir sur l'élément à distance pour que l'élément remplisse tout le champ qu'on est en train d'observer dans la jumelle, l'élément ne va pas être net. Ça va se flouter, il y aura dégradation visuelle. Donc, lorsque vos créas ont tendance à être flous, vérifiez en fait sur quelle mesure, sur quel type d'écran les créas sont plus flous. Parce que les créas risquent d'être plus flous sur un écran donné plutôt qu'un autre écran. Ils risquent d'être plus flous sur un écran plus large plutôt qu'un écran plus petit, logiquement. Maintenant, voyez, est-ce que vous respectez en fait les bons canevas pour travailler? Est-ce que vous respectez les bonnes proportions pour travailler avant l'export? Et lorsque vous voulez exporter, vous exportez sous quel format? Puisque il y a le format, les dimensions dans lesquelles on travaille, on fait les conceptions, et les dimensions dans lesquelles on exporte. Il y a cette différence aussi. On fait toujours tout de façon par défaut. Donc, on ne tient pas souvent compte de cela. Lorsque je travaille sur
sur par exemple, du 1200 pixels de hauteur et que j'exporte mon élément en du 100 pixels de hauteur ou bien en du 120 pixels de hauteur, je dois m'assurer que je dois être d'accord que cet élément, lorsqu'on va essayer de l'ouvrir sur un appareil qui a une résolution de peut-être 2200 en hauteur, l'image ne sera pas nette. L'image que j'ai exportée ne sera pas nette. Voilà. Alors, Elie, c'est la dernière partie de ta présentation. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est la dernière partie. Ok, alors, cette question n'est pas directement liée au graphisme, mais je la pose en attendant pour répondre à la fin. L'encryptage, ça c'est de Madje. L'encryptage d'un fichier financier ou des paiements sur une plateforme me demande une extension avec Excel Workbook. Cette extension n'est pas sur la liste ordinaire d'Excel. Vous trouvez ce type de format? Une idée? Que dans le quoi, j'ai pas compris, j'ai pas bien saisi. Alors, il a besoin d'enregistrer dans le format Excel Workbook. Et Excel Workbook. Non, moi-même par défaut, je ne connais pas cette extension. Alors, normalement, c'est dans la liste par défaut. Alors, ce qu'on va faire, je te laisse continuer le temps que je vérifie dans Excel. Mais normalement, c'est déjà dans la liste d'Excel par défaut. Peut-être c'est la version d'Excel qui fait qu'il ne voit pas. Mais le temps que tu finisses ta partie, sachant qu'il est aussi midi 00, donc tu as à peu près 15-20 minutes pour finir. D'accord, ok. Bon, je vais essayer d'ouvrir mon logiciel de prédilection pour montrer, mais c'est la compréhension, la méthode qui importe. Ce n'est pas le logiciel. Donc, quand vous utilisez d'autres logiciels, vous allez comprendre à peu près tout ce qui a été blablaté dernièrement. Vous allez voir à peu près dans une petite pratique que je vais essayer de faire. Bon, vraiment. Donc, voilà mon logiciel habituel, en fait, le logiciel que j'utilise le plus. C'est ça, c'est Inkscape. Je pense que plusieurs personnes connaissent, même si plusieurs personnes ne l'utilisent pas. Donc, c'est un logiciel d'édition vectorielle, de création et d'édition vectorielle. Donc, lorsqu'on est dedans, par défaut, on a l'impression d'avoir un arrière-plan blanc. Ce n'est pas réellement un arrière-plan blanc. Il n'y a pas d'arrière-plan en réalité. Dans plusieurs logiciels d'édition vectorielle, quand on vient en même temps par défaut, il n'y a pas d'arrière-plan. Les arrière-plans se créent par l'utilisateur, par le concepteur. Mais on ne sait pas, on n'a pas souvent idée de cela. Du coup, lorsque je prends, par exemple, l'outil test, bon, j'ai une police qui sans serif et que je clique ici pour faire démo. Quand je zoome, on a l'impression que j'ai démo sur un arrière-plan blanc. Effectivement, c'est l'impression visuelle qu'on a. Mais quand j'ouvre les propriétés du document, écran 5. Bon, je vais le ramener écran 2. Non. Ici, dans la propriété du document, j'ai la possibilité d'activer un arrière-plan en damier ici. Et là, ça donne tout de suite le vrai aperçu. On voit directement qu'effectivement que c'était transparent. Ça, c'est juste un aperçu pour pouvoir se retrouver. L'utilisateur peut choisir également pour ses besoins. Bon, un instant, je vais aller. Je reviens, je balance ça sur écran 5. Donc, l'utilisateur peut décider
d'appliquer un autre fond. Où est-ce que j'ai... Ah, voilà, c'est ça qui est caché derrière. D'appliquer un autre fond, en fait, à son arrière-plan, juste pour le travail. Je peux décider d'avoir un truc comme ça. Et au lieu d'avoir l'arrière-plan damier, d'avoir un truc comme... Donc, dans mon document, quand je vois ce rouge très... Je me dis en même temps que, OK, c'est la transparence, c'est l'arrière-plan qui n'a rien. Donc, c'est moi qui décide, en fait, de ce que j'aurai en arrière-plan. En arrière-plan de mon document de travail, pas de mon travail même. Bon. Voilà. Un instant. Oups. Aïe, aïe, aïe. Non, voilà, bon, je reprends. Du coup, lorsque moi, je dois travailler dans Inkscape, ce que je fais habituellement et que je montre aux gens, c'est que lorsque j'ouvre un nouveau document en même temps, je change les propriétés du document. Bon, Inkscape, ils n'ont pas prévu que ces propriétés soient permanentes, ces paramètres soient permanents. Donc, du coup, à chaque fois que je démarre, je fais ça en premier. J'active l'arrière-plan damier avant de travailler. Donc, si je veux travailler sur le canevas de A4, je travaille sur le canevas de A4 ou sinon, je change. Et puis, je décide d'être en portrait ou en paysage au travail. Ou si je ne veux pas avoir de canevas du tout, au moins Inkscape propose ça. Je travaille en du rien du tout. C'est-à-dire, je suis libre de faire ce que je veux à l'infini et d'appliquer la dimension de ma page après. Donc, voilà. Ce qui fait que tout ce que je vais créer, je refais mon truc démo. Ça, par exemple, c'est du test ici. Si je décide de lui donner la page là, je lui ai donné une dimension de page. Je peux changer sa police. Qu'est-ce que je vais... Je prends par exemple ce truc-là. Là, lorsque j'ai ceci, c'est toujours la police test que j'ai. Ce qui fait que lorsque je double-clique dessus, je peux également modifier, écrire autre chose dedans. Bon, considérons que c'est un logo que je suis en train de faire comme ça. Et je veux l'exporter. Si je dessine une forme comme telle, que je mets en arrière-plan, et que je vais exporter, si je veux que la forme soit exportée avec, je mets par exemple les deux dans un groupe avant d'exporter, et je vais exporter en PNG. Lorsque Inkscape, même par défaut, n'exporte que en PNG. À la base, il n'exporte que en PNG. Donc, je vais exporter ça. Je lui donne le nom démo BG rouge. Et j'exporte. Ouais, mon explorateur, mon éditeur.
Non, non. Instant. Voilà, j'ai mon élément ici. Non, horizontal. Si je l'ouvre avec mon visionneuse d'image, c'est ce que j'ai. Maintenant, lorsque je le duplique et que l'arrière-plan que j'ai, bon, je le mets dans un groupe et je choisis cet arrière-plan juste que je passe en blanc. Bon, si c'est juste blanc, je passe légèrement en gris là et que j'exporte. J'exporte sous ce nom-là. Quand j'essaie de l'ouvrir, vous voyez. Vous voyez ce que j'ai. Maintenant, la même chose, je le duplique. Je sélectionne ça et puis je supprime carrément son fond. Et que j'exporte. Voilà. Donc, voici ce que j'ai. Si je prends la même chose et l'objet fond, l'objet fond, je le supprime carrément. Ouais, c'est. Voilà, c'est 3 éléments. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ces 3 éléments que j'ai exportés? Alors, moi, j'ai perdu un peu le fil de la démo, mais je pense que c'est par rapport au choix ou non de l'arrière-plan. Ouais. C'est pas juste le choix de l'arrière-plan, mais il y a également le canevas. Le canevas de travail, le canevas d'exportation. Ouais. Déjà, dès le début, il y a le choix de l'arrière-plan, c'est-à-dire j'applique une arrière-plan avant d'exporter. Donc, mon image PNG que j'ai a une arrière-plan rougeâtre là. Maintenant, même image qui a été exportée ici avec son arrière-plan grisâtre, est là. Et quand on voit les dimensions, on verra que en termes de canevas, c'est pratiquement la même chose. Déjà, je ne sais pas si l'écran se fait bien voir. Bon, je vais. Oui, on arrive à voir les tailles, non? Les 405 x 256, on voit voilà. bien avec la taille. Voilà. Maintenant, ici, on a les 405 et 256 en hauteur sur celui-ci. Celui-ci, quoi. On a les 405 et 256 en hauteur. Par contre, on a ça, on a assez d'espace autour plutôt que ceci. Non, plutôt que ceci. Lui, il est juste. On a l'élément juste au bord. Et là, lorsque j'essaie de zoomer, déjà, il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si vous avez constaté. Oui. Oui, ça répond tout de suite à notre ami qui avait posé la question concernant ces créas qui sont flous. Comme je le disais, c'est en fonction de la résolution de l'écran qui va afficher l'élément au finish.
par rapport en fait à la dimension qu'on avait donnée à l'élément à l'export. Lorsque je refais le zoom en profondeur, on voit que ça revient un peu plus net. Ah, je l'ai fermé catégoriquement. Donc, le voici. On a la bordure exacte, ce qui fait que lorsque je veux exporter, si c'est un logo que j'envoie à quelqu'un, lorsque j'envoie ceci, le premier, celui-ci, à quelqu'un via WhatsApp, ce qui va se passer, c'est que avant que le logo, avant que l'image, le PNG n'arrive chez la personne, par défaut, on sait qu'il va y avoir compression JPG, ce qui va se passer du coup. L'arrière-plan là n'existera plus avant que ça n'arrive chez la personne. Maintenant, quelque chose d'autre va être utilisé pour substituer. Attention, ça peut être du noir ou ça peut être du blanc, c'est-à-dire du FFF ou du 000. Je ne maîtrise pas trop WhatsApp pour savoir ce que ça met de façon prioritaire, mais je sais que ça va appliquer quelque chose quelque chose de plat, noir ou blanc. Et quand ça arrive, quand c'est du blanc avec ce qu'on a, la personne aura l'image comme ça en JPG avec un arrière-plan blanc dessus. Mais si c'est un logo, je dois vous dire que ça, avec l'arrière-plan blanc derrière, ce n'est pas ça le logo. Parce que le logo ne devrait pas comporter l'arrière-plan. Du coup, lorsque vous livrez ça à quelqu'un, un logo, vous devez envoyer un livrable et vous envoyez ceci. Ça voudrait dire que même l'arrière-plan, tout ça, ça fait partie du logo. Ce n'est pas juste ce qui est au milieu. Vous précisez à la personne, ça c'est juste une image pour montrer, c'est peut-être un avatar du logo, mais ce n'est pas le tout qui est le logo. Lorsque vous avez besoin d'insérer un logo dans un visuel et déjà qu'il y a problème, les gens ne savaient pas qu'ils devraient avoir des formats vectoriels de leur logo, des formats portables de leur logo et que la personne vous envoie ceci, assurez-vous à savoir si c'est tout qui est le logo, bien c'est le logo qui est au milieu. C'est très important. Puisque ça peut aussi être tout qui soit le logo. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que c'est même pour ça que l'on paie pour avoir carrément une charte graphique où on a tous les détails. Même s'il doit y avoir une marge, comme tu le dis, de part et d'autre du logo, c'est spécifié dedans. Ce qu'il ne faut pas faire, comment compresser, etc. Même les différentes déclinaisons du logo, on le fournit en amont pour éviter ce genre de Voilà. Du coup, lorsque je dois insérer le logo de quelqu'un dans mon projet web, je dois insérer une balise HTML quelque part pour appeler le logo dedans. Si je mets ceci, il y aura en fait cette marge qui va être appliquée au logo lorsque le logo va être mis. Du coup, la hauteur de toute cette image va rentrer en fait dans la balise que je suis en train d'insérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et souvent, en web, lorsqu'on code, on dit, lorsqu'on applique une image, on lui applique peut-être, on avait peut-être déclaré une marge avant qui doit s'appliquer à chaque image. Du coup, il y aura cette marge qui va s'ajouter encore à ce que vous avez utilisé. Si vous utilisez ce type d'élément comme logo. Par contre, lorsque vous utilisez ce type d'élément comme logo, vous avez votre logo exactement. La hauteur est exacte par rapport à l'élément et la largeur aussi. Lorsque vous allez insérer le logo dans un header, par exemple. Et quand vous utilisez ceci, alors que votre header a peut-être une couleur jaune, la bande de l'entête du site a une couleur jaune, alors là, vous aurez votre bande jaune et puis votre logo qui est dans ce carré-là. Bon, c'est entre griffes vilain. Il faut éviter de faire ce genre de choses. C'est pourquoi il faut savoir quoi privilégier, quoi réclamer au designer lorsqu'il vous fournisse, un designer qui vous fournit ça comme logo, demandez-lui si le rouge aussi fait partie du logo. S'il dit oui,
alors vous allez juger le logo en fonction du rouge et de tout le cadre aussi. Puisque ça, lorsque je veux l'intégrer dans un visuel, je prends H. Je prends par exemple, bon. Il n'y a pas de choses ici. Bon. Disons que là, je suis en train de concevoir un visuel. Je suis en train de concevoir un visuel comme ça. Bon, désolé pour ma mauvaise créa. Aujourd'hui, on est le 28, non? Aujourd'hui, on est le 27. 27. Oui. Le 27. « 2020. Disons que c'est un visuel que j'ai là. Bon, j'ai un visuel là. Et que le visuel, avant de l'exporter, bon, le visuel, je le garde ici, je le groupe, c'est mon visuel. Avant de l'exporter, je dois ajouter des logos dessus. Et on m'envoie ça comme logo. Si on m'envoie ça comme logo, quand je l'ajoute dessus, bon, je copie, CTRL-C, je colle, CTRL-V. Quand j'ajoute ça dessus, ouais, je gagne côté transparence, je l'ai. Et puis, en termes d'écart, en termes de marge, il n'y a pas de marge, pas de défaut qui est appliqué en fait au logo. Lorsque je prends celui-ci, je le copie et puis je le colle dessus, que là, quand on voit le résultat final, on ne sent rien. C'est d'accord, on ne sent rien. Jusque, il y a tout ça là qui est de trop. Mais bon, quand je suis en vectoriel, je peux voir que c'est un groupe, rentrer dans le groupe et puis supprimer ce qu'il y a de trop. D'accord. Là, c'est pour montrer. Je duplique le même visuel. On considère que ceci, comme ça, c'est un ensemble de données. CTRL-C. Et je le mets ici. Voilà. Comme c'est vectoriel, je peux choisir de le supprimer. Non, attends. Je vais choisir de supprimer l'arrière-plan là, de l'enlever carrément ou de le changer à autre chose ou de le changer carrément dans la couleur d'arrière-plan.
pour que ça ne se fasse pas voir ou de le changer dans la deuxième couleur. Bon, je peux faire autant de choses que je veux. Mais ça, je prends le même visuel et puis, bon, ça. Et puis, je viens ici, je prends celui-ci. J'espère que... Et puis, je le colle. Là, quand je l'ai collé ici, je zoome dessus. Je peux dupliquer autant que je veux. Je ne peux plus le modifier parce que ce n'est pas vectoriel. Certes, c'est du PNG, mais ce n'est pas vectoriel. Je ne peux pas le modifier. Donc, quand je viens, je duplique un autre. Et puis, je reviens. Je vais prendre celui-ci. Copier. Coller. Je l'ai ici. Oups. Donc, ouais. Bien que je ne puisse, non. Bien que je ne puisse pas modifier ceci également, du moins, il y a cet effet d'arrière-plan qu'on appelle le canal alpha qui fait qu'on ne sent même pas qu'il y a quelque chose qui se passe à son niveau. C'est vrai que ça, c'est déjà une image. C'est une image, ce que j'ai copié de là à droite, ce que j'avais exporté. Image. Donc, je considère que ce n'est pas moi qui l'a, que c'est ce qu'on m'envoie. Donc, quand on m'envoie ça sous ces différents formats, ça me permet de pouvoir avoir quelque chose comme ça et travailler. Mais lorsqu'on va m'envoyer ceci, par exemple, et que moi, ma conception que je fais, là où je dois mettre le logo, je n'avais pas prévu, ou la conception ne m'autorise pas à avoir l'arrière-plan qu'il y a dans l'image là, je vais avoir des problèmes. Je vais faire une conception toute bonne et c'est juste un seul logo qui arrive, qui est mal positionné, qui va me créer des problèmes, qui va faire que tout le contenu va avoir un petit problème en termes d'appréciation. Et c'est ce qui arrive souvent. Un instant, s'il vous plaît. Alors, le temps que Ellie nous revienne, on va peut-être gagner en temps en répondant à la question de Magic. Pour le format Excel Workbook, en fait, le Workbook par défaut, c'est un classeur. Donc, le format par défaut, déjà à partir d'Office 2007, si je ne dis pas de n'importe quoi, par défaut, c'est un workbook que vous avez. Donc, même le format XLSX, c'est déjà un workbook. Après, vous avez d'autres variantes. Donc, c'est peut-être lié à la version d'Office que vous avez. Mais dès que vous avez Office 2007 et plus, vous avez l'option la par défaut. Les fichiers enregistrés sont des workbooks Excel. Je pense aussi qu'on a répondu à la question de notre ami du chat. S'il y a d'autres questions, vous pouvez commencer par les poser le temps que Elie me revienne et qu'on gagne en temps puisqu'on est pratiquement à la fin. Vous pouvez soit décrire dans le chat ou bien activer votre micro. Merci pour la réponse, Sam.
C'est bien reçu. OK. Désolé, j'étais... Bon, vous savez ce que c'est. Ouais, donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter, par exemple, les éléments graphiques qu'on veut intégrer dans une créa. Là, je n'ai pas encore fait trop de choses pour pouvoir montrer en termes de poids lorsqu'on intègre des éléments externes qui sont des images ou on intègre des éléments vecteurs. Mais si vous avez déjà compris, je pense on peut se limiter là. Mais si vous voulez que je montre ça aussi, bon, vous me dites, s'il vous plaît. Bon, je pense que ça fait un peu technique maintenant. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont, je dirais, à fond dans le graphisme, ceux qui touchent, qui pourront apprécier la suite. Donc peut-être, moi, ce que je pense qu'on peut faire, c'est plutôt une session Inkscape, que les gens voient, mais qui n'y touchent pas trop. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas toujours la logique. D'un logiciel graphique à un autre, chaque logiciel a sa manière de penser les choses. Donc, je bricole à cause justement du SVG, Inkscape, mais ce serait intéressant d'avoir une présentation, de voir Inkscape à l'œuvre, puisqu'il y a des créateurs, quand tu les vois, on te dit que c'est un Inkscape, tu n'en reviens pas. C'est puissant, mais on ne connaît pas forcément la force. Donc, peut-être c'est de programmer une session purement Inkscape, et là, on reviendra sur du début à la fin, de différentes conceptions du début à la fin, pour voir en termes de rendu final, comment est-ce que les réglages que l'on fait en amont influent sur les résultats au final. Puisque comme tu l'as dit, généralement, on prend les options par défaut, par défaut, et puis on livre, on donne un livrable sans trop savoir les répercussions. Ouais. Donc, je ne sais pas si les autres ont des questions ou des suggestions. Sinon, je tiens à préciser encore que ce que je montre en démo, ce n'est pas juste pour un usage exclusif dans Inkscape, non. Mais ça dépend de tout ce que vous allez utiliser comme logiciel pour travailler. Il faut se mettre à l'idée qu'il y a des formats à respecter. Il y a des options de Canva à respecter. Lorsque vous voulez envoyer des fichiers, vous devez privilégier tel format ou tel format. Bon, lorsque j'avais fait l'exportation en PNG, j'avais fait le truc assez rapidement. Donc, on n'a pas vraiment vu ce que c'est ici. Lorsque je prends ce visuel et que je vais exporter en PNG, j'espère que ça s'affiche bien. Je vais exporter en PNG. Je donne ce nom. Vous voyez déjà, j'ai le choix d'exporter selon la page, selon la sélection. Bon, ça, c'est purement Inkscape. OK. Ce que je veux faire, moi-même, je comprends que c'est la sélection que je dois prendre. Maintenant, il y a la dimension, les dimensions, pardon, de l'élément final que je veux exporter. Donc, je peux changer les dimensions comme je veux. Si je dois avoir une hauteur spécifique en fonction du travail que je veux faire, disons, j'aime souvent travailler avec du 999. Lorsque j'applique le 999, il applique la proportion dessus en même temps pour que j'obtienne la largeur qu'il faut. Chaque logiciel fait ça, mais à sa façon. Donc, c'est à vous de comprendre votre logiciel, votre application et savoir comment l'exploiter. OK? C'est très important de savoir, en fait, sous quelle dimension on est en train d'exploiter, puisque la dimension fait tout. La dimension joue beaucoup de rôle dans le document final en termes de design. Maintenant, il y a des réglages un peu plus avancés. Bon, comme il a dit, on va faire une session Inkscape après. Il y a des réglages un peu plus avancés, comme dans d'autres logiciels également, il y a des réglages assez avancés pour ça. Mais lorsqu'on veut exporter, il faut vraiment privilégier la dimension qu'on veut. Donc, et se dire que autant la dimension est petite, autant la taille est petite. La taille du fichier final est petite. C'est-à-dire le même document que j'ai là, je l'exporte ici avec du 999 en hauteur que j'exporte. Le même document, je peux encore l'exporter, toujours en mode sélection.
Je peux encore l'exporter avec, par exemple, du 2500 en hauteur. C'est toujours du PNG. Et lorsque j'ai écran 5, non, là, voilà, écran 5, j'ai RRR ici qui est à 118 kHz et puis il y a VVV qui est à 42 kHz. Quand j'ouvre V et puis je décide d'ouvrir RRR, voilà, soit tu retournes à écran 1. Voilà, là c'est VVV et puis là c'est RRR. Le même élément exporté différemment. Et quand on voit en bas, on voit les dimensions et le poids. On voit les dimensions et le poids. Maintenant, considérons que c'est juste ce canevas, cet espace que le visionneur a occupé sur l'écran pour les deux documents, qui est l'écran final sur lequel on va voir. On se rend compte que le pourcentage ici, pour le plus petit fichier, est de 46%, le pourcentage de vision est de 46%, alors que le pourcentage de vision ici est de 18%. Donc, notre ami qui parlait d'image floutée, lorsque lui, pour son pourcentage à droite, il a même peut-être jusqu'à 80% qui lui donne ce rendu, cette image-ci va devenir floue ailleurs parce que c'est trop petit. Donc, il faut évaluer tout ça. Ce qu'on veut, dans quoi est-ce qu'on veut l'utiliser? Est-ce qu'on veut l'utiliser pour faire une bannière web ou bien pour faire une bannière, une image de profil ou juste un logo qu'on va utiliser après? Bon, il faut penser à tout ça pour savoir en fait dans quelle dimension exporter les documents. Et ça, chaque logiciel le fait en fait. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Eli pour la présentation. Encore une fois, j'espère que c'est un peu technique, je l'avoue, mais je pense que c'est une ressource, vu que ça va être enregistré, c'est une ressource qui va être utile à ceux qui sont du domaine, tous ceux qui s'intéressent un temps soit peu à la chose, ceux qui voudraient aller un peu plus loin que les options par défaut, que nous aimons bien garder. Donc, merci encore à tous ceux qui ont pu être des nôtres temporairement ou depuis le début aussi. Je pense que on va garder le contact. Comme d'habitude, on a notre site www.internetsociety.tg où vous avez le calendrier des événements à venir. Et le rendez-vous est pris pour 20h aujourd'hui pour parler des applications mobiles par rapport au marché togolais, les applications qui ont été mises sur le marché, ceux qui sont devenus, etc. Comprendre un peu comment ça se passe. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Quel formulaire? Ah, d'accord. Alors, il y a aussi un formulaire pour proposer des thèmes. Actuellement, on n'a plus de thèmes à venir. On est en train de négocier avec les speakers. Le lien sera publié aussi sur le site bientôt, mais il est déjà là. Je vais voir si je l'ai sous la main. Je peux le mettre ici. Voilà, ok, c'est bon. Donc, le lien dans le chat. Si vous avez des thèmes à proposer, vous pouvez proposer et aussi préciser si vous pouvez animer ou bien juste proposer, demander à ce qu'on trouve des speakers pour ça. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Ok. Voilà. Ok, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Bon Isaac. week-end. Ouais. Merci à tous. Ça.
Au revoir. OK.